Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin M. Mohamed Bartash. Il est expert en économie, mais en même temps, il est peintre. Et nous avions eu le plaisir de le recevoir auparavant au sujet de son exposition intitulée Marbre, je crois. Bonjour. Exactement. L'opéra et les surfaces de marbre. Voilà. L'étoile était très distinguée, très particulière, donnant l'impression d'être sculptée sur du marbre, alors que c'était sur des toiles. Et aujourd'hui, c'est le sérieux avec l'économie et l'impact du printemps arabe sur l'économie au Moyen-Orient. Monsieur Mohamed Bartash, encore une fois, bonjour et bienvenue avec nous. En fait, il y a le printemps arabe, il y a des révolutions qui se sont déclenchées dans plusieurs pays arabes. Quel est l'impact de ce printemps arabe en tant que mouvement dans sa totalité sur l'économie de la région? Bonjour d'abord. Je devrais commencer par dire que l'impact de la révolution sur l'économie arabe, ou en Égypte en particulier, c'est un résultat, ça reverse. C'est-à-dire que la révolution arrive dans les pays en général quand les peuples ils ont besoin et ils ont senti qu'il manque beaucoup de choses au niveau économique. Donc, dans la période de crise économique, le peuple bouge et commence à dire non, on a besoin d'égalité, les salaires, etc. Donc, c'est le reverse. Ce n'est pas l'impact des révolutions sur l'économie, non, c'est l'économie sur la révolution. C'est-à-dire que la situation économique, quand on arrive à une période, une étape critique et sensible, le peuple bouge. Ça, c'est le reverse. Donc, il faut... Oui, mais une fois les révolutions déclenchées, il y a de l'autre côté, il y a un impact sur l'économie, car ça ralentit. Exactement. Donc, d'après vous, est-ce que ça va améliorer à l'avenir le processus économique ou est-ce que, au contraire, ça a bousillé, disons, l'économie dans sa totalité? Exactement. En ce cas, on ne peut pas généraliser. Je ne peux pas dire que l'impact sur la révolution sur l'économie en Égypte, c'est pareil par rapport à la Tunisie, la Libye, le Yémen, etc. Donc chaque pays il a son caractère, il a son manifestation différente au niveau des processus des révolutionnaires, mais l'impact, ce n'est pas seulement au niveau local, mais au niveau international. Si on parle de la révolution arabe, le printemps arabe, l'impact c'était international. Donc c'était un tournant des mouvements internationaux et au niveau historique. Ça, on peut parler comme ça. Donc d'autre part, par rapport à l'Égypte, l'impact de la révolution sur l'économie égyptienne était évidemment montré que l'impact sur le tourisme en général, sur les salaires, sur la vie économique de notre concitoyen a beaucoup impacté. On dit toujours aussi, même les petites manifestations, les greffes à droite, à gauche, qu'on vive tout à l'heure, c'est une révolution en miniature. C'est une petite révolution qu'on vit en Égypte, partout. Donc tout ça, l'impact est très très grave par rapport à l'économie. Ça empêche de bouger notre économie vers la progression. Donc les leaders en général, le gouvernement, je parle en général, pas seulement en Égypte, il faut comprendre les besoins des concitoyens, l'envie, les aspirations, et compris qu'il faut bien comprendre la mentalité du peuple, la mentalité des Égyptiens, etc. Ça, c'est l'unique manière pour arriver à un niveau de dominer l'impact négatif de la révolution sur l'économie. Oui. Mais est-ce que, en fait, la plupart de ces pays ont été touchés par des crises, bien sûr, économiques, comme on vient de dire, les pays du printemps arabe, et une des raisons principales aussi de ces manifestations dans les pays étaient des problèmes économiques. Alors, est-ce que l'économie après la révolution, après les révolutions, ont été touchées à cause de la révolution même ou parce que le système économique devait effondrer normalement puisqu'il y avait des problèmes, puisque tout le monde était contre ce système? Oui. C'est une très bonne question parce que c'est le mouvement économique
ce n'est pas un mouvement qui va de 1 à Z. Non, c'est un mouvement historique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que l'impact de la révolution sur l'économie, c'est au début de la révolution égyptienne, 2011 et 2010. Non, il y a une histoire. Si on parle des 30 ans arrière, c'est l'accumulation de problèmes économiques, préférisme, etc. Mais si on arrive à un point de révolution et l'impact sur la révolution de l'économie en ce cas, on dirait oui. Il faut comprendre qu'après la période d'une révolution, il y aura toujours une situation économique très sensible et critique. Ça va durer au moins 3-5 ans. Ça, il faut comprendre. Il faut lui dire d'une manière très ouverte au peuple que la situation économique est telle, avec des analyses, avec toute la vérité, et être très transparent avec le peuple. Ça, c'est très important. Comme ça, l'Égyptien, nous, on va comprendre on est où. Le problème maintenant qu'on passe en Égypte en général, qu'il y a un état d'ambiguïté. Ambiguïté, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où est nous. On ne sait pas on y va où. Donc, on a le programme du président, Nahda, qu'il a présenté pendant son période présidentielle, la période des élections présidentielles. Maintenant, moi, personnellement, je ne connais rien. Je ne connais rien, ou je ne sais rien par rapport aux détails de ce programme. Et je pense que la plupart du peuple égyptien, ils sont dans la même situation que moi. C'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup d'explications au peuple égyptien, pour nous, pour comprendre où est nous. Est-ce que pour attaquer le problème du tourisme, ça va durer 5 ans, 3 ans, 12 ans, le problème du trafic, le problème des salaires, etc. Quels sont les laps, la période pour solutionner chaque problème? Et quelles sont les stratégies? Je ne sais pas jusqu'à maintenant les stratégies du président et du gouvernement actuel. Quelles sont leurs visions par rapport au futur? Ça, c'est ce qu'on a besoin de comprendre. C'est pour ça le gouvernement actuel va avoir tout le soutien égyptien, le soutien du peuple, parce qu'on comprend ce qui se passe. Le problème, c'est qu'on vit maintenant une période d'incertitude. Ça, c'est le problème principal. Justement, comment évaluez-vous l'économie égyptienne à présent? Quelle est l'issue d'après vous? Parce qu'il y a des projets qui sont proposés qui ne coûteraient rien ou qui coûteraient, disons, qui sont faisables, qui ne coûtent rien par rapport aux bénéfices qui pourraient en revenir. C'est-à-dire des projets qui ont été proposés pour l'énergie solaire, pour profiter du soleil de l'Égypte. Si dans un pays comme la Norvège, il y a des villes qui fonctionnent sur l'énergie solaire, dans un pays où il n'y a pas de soleil, le peu de soleil qu'ils ont, ils ont réussi à le capter, autant un pays ayant le soleil 12 mois par année, autant en profiter. Il y a des projets concernant la boue qui existe au fond du lac Nasser. Le lac Nasser est un lac énormément riche. Les poissons deviennent féroces parce que personne ne va là-bas, parce qu'il n'y a pas de moyens pour industrialiser ce trésor aquatique ou ce potentiel. On aurait pu avoir du poisson à très bon marché, alors que ce n'est pas le cas parce que personne n'en profite. Et en plus, il y a la boue qui est au fond du lac, ayant de la platine et de l'or. Donc, si on réussit à l'extraire, selon des statistiques, des statistiques qui ont été publiées, chaque citoyen, parmi les 90 millions, aurait un taux à peu près approximatif de 4 millions de livres par an. Donc, évidemment, ce sont des calculs approximatifs, mais il y a des projets qui sont lancés par des experts et on n'en profite pas. Donc, d'après vous, quelle est l'issue? Ça, on l'appelle en anglais le wishing list. Ça, on l'appelle comme ça. Donc, ce que je parle, et ça, c'est, je pense, à mon avis, parce que ça, c'est des détails. C'est-à-dire un projet de droite à gauche, un grand projet public, privé, etc. Ce sont des détails. Le plus important, de focaliser sur la stratégie de notre pays, qui sont les systèmes totaux qui va diriger tous les projets
qui sont proposés. Il y a des gens experts de chaque projet, pardon. Mais on a besoin, au niveau du peuple égyptien, on a besoin d'avoir une stratégie. Parce que si vous parlez, par exemple, du tourisme, le tourisme, c'est la troisième ressource pour l'Égypte. C'est très important. Donc, le tourisme, on ne peut pas dire le ministre du tourisme, il va donner des solutions. Non, le ministre du tourisme, il devrait travailler avec quelqu'un qui est responsable des rues, parce qu'il faut baver les rues, parce que les rues, c'est des tourismes aussi. Toutes les infrastructures basiques en Égypte, ça c'est du tourisme aussi. Donc, il ne faut pas attaquer chaque sujet individuellement. Il faut avoir comme un mannequin, il faut établir une stratégie totale, une cohérence entre tous les projets, entre toutes les institutions en Égypte, avoir une vision par rapport aux prochaines 50 ans. Ça, c'est une nouvelle stratégie, une nouvelle manière de penser en Égypte qu'on a besoin. On n'a pas besoin maintenant de dire demain matin, je solutionne le problème de trafic, on fait ça, on fait ça. Non, parce que ce n'est pas une solution. Ça, c'est comme le médecin qui donne un médecin qui donne simplement des médicaments qui n'ont pas le même effet au niveau des longtemps. Mais en fait, quand vous parlez, comme on vient de dire, l'économie des pays arabes les pays du printemps arabe ont été affectés après les révolutions. Selon un rapport du Fonds monétaire international, le printemps arabe a déprimé l'activité économique en 2011 partout où il est passé. Mais si les résultats économiques selon ce rapport et financiers immédiats sont décevants à moyen et long terme, le printemps arabe, en assainissant et en améliorant les gouvernances politiques par la démocratie, en prenant en compte les aspirations profondes des populations, va nécessairement susciter de meilleures perspectives de développement. En fait, c'est selon un rapport du FMI. Tout de suite, nous allons avoir ensemble plus de détails concernant ce rapport et puis on revient pour plus d'explications. Le printemps arabe a déprimé l'activité économique en 2011 partout où il est passé, selon un rapport du Fonds monétaire international. Perspective encore plus sombre pour la Libye qui devrait s'enfoncer dans la récession. Une croissance nulle pour la Tunisie, à peine 1% pour l'Égypte, le pays arabe le plus peuplé. Toute révolution a un prix et les pays du printemps arabe ne font pas exception à la règle. Plus grave, la Libye devrait-elle s'enfoncer dans la récession ? A contrario, les riches pays pétroliers du Golfe épargnés par la contestation vont connaître des niveaux de croissance supérieurs à ceux de l'année dernière. Voilà les perspectives du Fonds monétaire international publiées dans un rapport au mois de mars dernier. En Tunisie, berceau de la contestation, la croissance était nulle en 2011 alors qu'elle avait atteint 3,1% en 2010. La croissance a également chuté en Égypte où le PIB ne devrait progresser que de 1,2% en 2011 contre 5,1% en 2010. Les incertitudes politiques et économiques dans ces deux pays importateurs de pétrole, conjuguées à la faiblesse de l'économie européenne, partenaire commercial de premier plan, ont continué de peser sur leur économie en 2012. Les troubles ont causé des baisses des deux chiffres du nombre de touristes en Égypte, en Jordanie, au Liban, en Syrie et en Tunisie dans les 5 premiers mois de l'année, comme l'a déjà souligné le FMI, prévoyant un processus de reprise de longue haleine. La Libye, qui s'est soulevée en février, mais n'a réussi à éliminer Muammar Kadhafi qu'après 8 mois d'un conflit armé dévastateur, présente des perspectives bien plus sombres. Le PIB réel devrait se contracter de plus de 50%, écrit le FMI à propos de ce pays qui a exporté 1,65 million de barils de pétrole par jour avant la révolte contre le pouvoir et qui peine à rétablir sa production. Les violences en Libye ont rejailli sur les pays voisins puisqu'elles ont contraint 1,5 million d'émigrés, en particulier égyptiens et tunisiens, à quitter le pays. Une croissance de 18,7% pour le Qatar. Le FMI prévoit aussi une contraction de 2% de l'économie syrienne où le régime de Bachar el-Assad tente depuis mars d'écraser un mouvement de contestation sans précédent après des années de croissance robuste. Le Yémen, théâtre de manifestations massives contre le régime en janvier 2011, devrait aussi voir son économie se contracter de 2,5% en 2011 après une croissance de 8% en 2010 selon le FMI. Si Bahreïn, monarchie du Golfe, la plus touchée par la contestation, verra sa croissance limitée à 1,5% en 2011 contre 4,1% en 2010, les perspectives sont excellentes pour les pays pétroliers du Golfe épargnés par la contestation.
Monsieur Mohamed Bartash, l'essence de ce commentaire, ou selon cette hypothèse économique, c'est que le printemps arabe a toutes les chances de faire rebondir l'économie de la région, notamment en Égypte, à condition qu'il y ait une bonne gouvernance politique. Est-ce qu'au niveau politique, on est sur la bonne voie? Au niveau politique, je pense oui, on est dans le bon sens, dans la bonne voie, mais je répète autre chose. La même chose que j'ai dit tout à l'heure, qu'au niveau politique, on a besoin de savoir le point de vue de notre président, le point de vue du gouvernement actuel, pour lui supporter, pour lui donner tout le support d'Égypte. Si maintenant on parle de pauvreté en Égypte, elle est très hausse. Le niveau de pauvreté en Égypte il a beaucoup augmenté. L'influx d'investissements étrangers en Égypte, on souffre au niveau de ça. Donc il faut créer des mécanismes pour attirer l'investissement étranger, pour donner le bon salaire au peuple, parce que aussi ça c'est très, très important, l'égalité, on parle d'égalité entre les gens, et aussi le traitement d'égalité entre les gens. Ça, c'est aussi très important. Donc, si on va renforcer les nouvelles idées maintenant, les nouvelles tendances de notre président, ou la politique de notre président pour l'instant, ça va donner beaucoup d'assurance sur notre économie. Ça, c'est d'autres côtés. Vous n'arrêtez pas de dire qu'il faut et il faut et il faut. Est-ce que cela veut dire que jusqu'à présent, depuis la Révolution jusqu'à maintenant, avec tous les gouvernements qu'on a eus, il n'y a pas vraiment une vision claire, on n'a pas vraiment un plan précis pour dire qu'est-ce qu'on doit et on ne doit pas faire? Non. Malheureusement, jusqu'à maintenant, parce que je suis ce qui passe en Égypte par rapport à tous les gouvernements suivants. Même avec le dernier gouvernement? Même avec le dernier gouvernement, parce qu'on est toujours focalisé, concentré sur les petits projets, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on fait là. Mais on n'a pas une vision totale, un système complète qui dit, oui, si on va parler du tourisme, ça, ça et ça et ça. Ce n'est pas seulement tourisme, d'attirer du tourisme, monter le nombre de chambres par jour, le nombre de tourisme par jour, par an. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer l'économie à travers le tourisme? Qu'est-ce qu'on fait pour renforcer l'économie à travers le canal de Suez? Le canal de Suez représente 8% du commerce international. Donc ça, c'est pour le monde international, c'est très très important. Au niveau mondial, c'est très important. Ça représente un niveau très élevé par rapport aux Américains, les Européens, même la Chine. C'est-à-dire que notre révolution, la révolution d'Égypte, a affecté la Chine, d'autre côté. Ouais. Donc jusqu'à maintenant, je répète, quand j'ai dit il faut, je n'ai pas vu jusqu'à maintenant une vision claire, un projet, une vision claire, une stratégie qui nous exprime ça. On voit ça dans les pays développés comme l'Allemagne, comme la France. On voit un projet, on nous explique un projet complet. Maintenant, l'Égypte a énormément de fortune inexploitée, a énormément de ressources, que ce soit des ressources hydrauliques, aquatiques, on a pas mal de pétrole, on a quand même pas mal d'agriculture, pas mal de petites industries. On a de quoi survivre et cependant, on importe, ce qui épuise notre devise étrangère. Et de surcroît, on a été, si vous voulez, impliqué dans des prêts par le Fonds monétaire international et qui nous ont été remis aussi par des pays arabes. Comment voyez-vous l'avenir de l'économie à la lumière quand même de ces dettes, parce qu'on est endetté? Exactement. Ça, c'est un sujet très important. On a toutes les ressources en Égypte, on a matière primaire, on a tout, mais en même temps, on souffre de nouveau de pauvreté. D'autre part, et l'économie en Égypte ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'attire pas les investissements étrangers, parce que pour exploiter tout ça, on va le faire nous-mêmes. On a besoin de coopération avec des experts. Il y a des gens, il y a des sociétés internationales qui sont experts. On a besoin d'attirer, d'encourager ces sociétés pour venir et investir en Égypte. Mais il faut les paver le terrain, il faut les préparer le terrain.
si on a toute la, comment dirais-je, tous les problèmes au niveau gouvernemental avec les procédures du papier, etc., vous savez très bien que... Bureaucratie. Exactement. Ouais. Si on empêche les investisseurs étrangers de venir investir en Égypte, si on a une situation de sécurité n'est pas bien installée, tout ça, ça empêche les investisseurs étrangers de venir en Égypte. C'est une partie, c'est pour ça, j'y répète toujours, le système total n'existait pas. Le système total n'existait pas. Eh bien, une autre question se pose concernant la révolution. Est-ce que la révolution, l'économie égyptienne est dans le rouge ou l'impact de la révolution sur l'économie égyptienne de manière à ce que l'économie égyptienne risque d'être dans le rouge? Ça, c'est une question posée par le peuple, par les économistes et les observateurs. Industrie grippée, tourisme au ralenti, inflation en hausse, plusieurs mois ou plus d'un an et demi après la révolution qui a précipité le départ de Hosni Moubarak. Donc l'économie égyptienne bat de l'aile. Va-t-elle rebondir? Voyons un petit peu ce que Dalia Karam a à nous dire dans ce compte rendu. Avant la révolution, l'Égypte espérait une croissance de 6%. Après la chute de l'ancien président Hosni Moubarak, ce taux a été revu à la baisse par le Fonds monétaire international, le FMI, qui s'attend aujourd'hui à une croissance de 1%. Un chiffre qui n'a rien d'étonnant quand on sait que le pays tourne à 50% de ses capacités, que les exportations ont chuté de 40% depuis janvier et que l'inflation a subi une hausse vertigineuse de 12,1%. Le tourisme, secteur essentiel de l'économie du pays, est lui aussi frappé de plein fouet avec une perte de 2,27 milliards de dollars depuis le début de l'année. Les promotions organisées par les agences n'auront pas suffi à attirer plus de visiteurs. En cause, la situation sécuritaire tendue. Le budget de l'État a été fortement entamé par les manifestations qui secouent le pays depuis la chute du président Moubarak le 11 février. Les travailleurs de plusieurs secteurs de l'économie se sont en effet mis en grève pour demander une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail. Des mouvements sociaux qui auraient coûté 1,1 milliard de dollars, environ 770 millions d'euros au gouvernement. Les économistes estiment que les grèves dans un grand nombre d'entreprises du secteur public après la révolution ont ralenti la production, affaibli la productivité et réduit les revenus de nombreuses compagnies. Mais avec 40% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, il est à craindre que la dégradation de la situation ne donne naissance à une nostalgie de l'ère Moubarak. Pour améliorer ses finances, l'État égyptien cherche ainsi à obtenir du côté du FMI et du G8 une partie des 10 à 12 milliards de dollars nécessaires à la relance du pays. Loin d'être perçue comme une menace pour l'économie, cependant, la révolution est vue par certains comme l'occasion pour l'État égyptien de revoir ses priorités en matière économique et d'entreprendre des réformes. L'homme d'affaires Naguib Sawiras a ainsi insisté sur le rôle majeur de l'État dans la redistribution des richesses aux classes les plus défavorisées de la société. Il a estimé qu'il fallait que l'économie soit soumise à des règles et que c'était à l'État de décider de ces règles, comme c'était le cas en Allemagne par exemple. De son côté, Khaled Ali du Centre égyptien pour les droits économiques et sociaux estime qu'il faudrait revoir le budget pour relancer l'éducation, la santé, la protection sociale et augmenter les salaires. M. Ali a ajouté qu'il faut désormais donner aux travailleurs égyptiens les moyens d'une vie digne. Alors, M. Mohamed, maintenant, on a presque tous les jours des problèmes concernant la vie quotidienne même des Égyptiens. Il y a le prix élevé tout ce qui est alimentaire, il y a des problèmes de l'essence. Alors, est-ce que vraiment on est dans le rouge avec notre économie? Oui, on est dans le rouge, ça c'est évidemment, parce que comme je disais tout à l'heure, que les leaders en général devraient montrer sa sensibilité aux basses classes. Les nécessaires basiques, les besoins basiques du peuple, il faut les attaquer, il faut les bien expliquer et trouver des solutions intelligentes et durables. Pas solutions du demain et après-demain. Par exemple, la solution de l'essence, qu'on a tout souffert pendant quelques mois et jusqu'à maintenant, et on n'a pas une seule solution stratégique et durable. Oui, on va importer, on va faire ça, mais il n'y a pas une seule
solution qui reflète un point de vue des stratégies, un point de vue pour les prochains 5 ans, qu'est-ce qu'on va faire. Donc c'est ça qui nous manque toujours. Et par rapport aux besoins basiques du peuple, qu'on a tous souffrent, le pourcentage de pauvreté en Égypte il a beaucoup augmenté. On a le taux, en général, il a beaucoup augmenté. Les dépenses des gouvernements, on ne sait pas. On ne sait pas on est où par rapport aux dépenses des gouvernements au niveau public. Parce qu'il est augmenté, baissé, donc il faut savoir tout ça. Parce que ça fait un équilibre au niveau d'échelle, ou de l'échelle de notre économie aussi. Donc, ça n'existe pas toujours. C'est pour ça qu'on est dans le rouge. C'est pour ça qu'on est tout le rouge. Mais c'est-à-dire, quelles sont vos prévisions pour les années qui viennent à court terme? D'abord, il faut voir une vision globale. Il faut savoir la mentalité égyptienne. Il faut connaître très bien la mentalité égyptienne. Comment nous pensons. Parce que malheureusement, que je suis quelques programmes de la télé, et il y a des gens qui parlent que les Égyptiens ne sont pas prêts à comprendre ce qui se passe en Égypte au niveau économique, social, politique, etc. Qu'il faut décider pour les Égyptiens. Non. Ça, c'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai. Franchement, c'est pas vrai. Donc, il faut envelopper le peuple avec leur opinion par rapport au futur d'Égypte, de notre Égypte. Donc, il faut écouter nos gens. On va trouver des solutions de long terme avec eux et on l'applique. Mais d'autre part, au niveau du gouvernement, elles doivent être très transparents. Je veux dire, notre situation économique est telle, on a besoin de 10 ans, de 20 ans, c'est pas grave. Mais on a besoin de tels long terme pour bien contrôler notre problème. Au niveau international, notre relation avec les pays d'Amérique latine, c'est quoi? On ne sait pas. Par rapport à l'Amérique, par rapport à l'Europe, par rapport à la Chine, par rapport à l'Asie, on ne sait pas. Tout ça, je dis toujours, c'est l'incertitude. Et l'incertitude, toujours, provoque des rumeurs. Et les rumeurs, c'est la basique pour les révolutions aussi. Donc on a à droite, à gauche des petites révolutions, c'est des manifestations, parce que les gens ne savent pas. Est-ce que les salaires vont augmenter? Est-ce qu'on va appliquer le minimum salaire ou pas? Le maximum? Oui, non, quand? Cette année, l'année prochaine? C'est pas grave. C'est le gouvernement au niveau financier, on ne peut pas le faire cette année, c'est pas grave. Il faut le dire au peuple. Écoutez, ça c'est notre situation économique, financière. On a besoin d'attendre 1-2 ans. On va souffrir tous ensemble, au niveau du gouvernement, au niveau du peuple. Tout le monde va souffrir pendant 2-3 ans, c'est pas grave. Tout le monde il a passé par la même période. Hein. L'Europe, après la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, elle a passé par une période terrible. La Révolution française, elle a duré 19 ans. La Révolution mexicaine, qui a terminé avec 10% de la population qui sont décédés. Donc vous imaginez, après la Révolution, c'est une période très très lourde, très difficile. Donc il faut le comprendre, il faut l'expliquer à notre pays. Malheureusement, on est parvenu à la fin de cette édition, on n'a plus le temps. Je vous remercie infiniment, M. Mohamed Barta-Chapelle. Vous êtes expert en économie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, Maha, je crois que c'était tout pour aujourd'hui. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous avons essayé de jeter la lumière sur la situation économique en Égypte et dans le Moyen-Orient, notamment à la lumière du printemps arabe et du développement sur le point économique. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à la prochaine. Au revoir.